Bonjour. Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième Sciences Dwitch. Donc, l'idée de ces Sciences Dwitch est de présenter des programmes de recherche qui se déroulent notamment en réserve naturelle. Par exemple, aujourd'hui, nous accueillons Léna Gruas, qui est rattachée au laboratoire EDITEM et au ODECA, et qui a choisi de faire un de ses terrains de thèse sur le massif des Aiguilles Rouges. Donc, merci beaucoup à toi, Léna, d'être là avec nous. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole pour ta présentation. Et puis, on gardera quelques minutes en fin de présentation pour quelques questions de compréhension sur ta présentation, sachant que tu es en train de finaliser la rédaction de ta thèse. Donc, voilà, qu'il y aura aussi une valorisation de ton travail une fois qu'il sera entièrement terminé. Merci à toi, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup, Carole. Et merci aux Aiguilles Rouges, puisque une partie de ma thèse est financée par Aster. Et je vais donc vous parler de ma thèse, et je suis actuellement en 4e année. Donc la soutenance est très proche. Donc comme je vais pas présenter tous mes résultats aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'en savoir plus d'ici quelques mois. On assiste depuis plusieurs dizaines d'années à un réel engouement pour les sports de nature, puisqu'il y a un vrai essor qui a été constaté et attesté par de nombreuses enquêtes à l'échelle nationale, et qui montre donc un gain de popularité avec notamment une accélération depuis 10 ans, comme le traduisent les chiffres du ministère des Sports et aussi du pôle ressources nationales sport de nature, avec notamment un engouement pour les sports terrestres comme la randonnée pédestre, le vélo, le VTT ou le ski alpin. Et les principaux motifs de pratique qui sont cités par ces sportifs et sportives de montagne, c'est le bien-être, le contact avec la nature et la santé. Et cette massification, elle se répercute évidemment également sur les sports de montagne. Et dans le cadre de ma thèse, j'en étudie 4. Ce sont des activités dont la massification est difficile à quantifier, puisque les pratiquants et les pratiquantes sont souvent auto-organisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours fédérés. Donc je me suis penchée sur le ski de randonnée, qui subit vraiment un boom incontestable ces 10 dernières années, et d'autant plus durant cet hiver 2020-2021 qui a été marqué par la fermeture des remontées mécaniques. Cette augmentation, elle est difficile à chiffrer, mais on peut par exemple s'appuyer sur les ventes et locations de matériel. Et le groupe Montage à Chambéry, par exemple, a connu une augmentation des ventes et de location du matériel de ski de randonnée de l'ordre de 5 à 10% par an depuis 10 ans. J'étudie aussi la raquette, qui est une activité qui a été remise au goût du jour dans les années 1990, qui est surtout vacancière et dont le pôle national ressources sport de nature estime le nombre de pratiquants et de pratiquantes à 2,3 millions. J'étudie aussi la randonnée pédestre, donc c'est considéré comme la première activité sportive des Français et des Françaises, avec 16 millions de pratiquantes et de pratiquants. Et enfin le trail, qui est comme le ski de randonnée, une activité en plein boom, et sa popularité se traduit par l'augmentation du nombre d'événements organisés, et on passe donc de 4 courses en 1995 à 4500 événements en 2018. Mais voilà, malheureusement, la présence de plus en plus de gens dans la nature a des impacts sur le milieu naturel, que ce soit à court, moyen ou long terme. Et ces impacts, on les retrouve sur tout le milieu naturel, sur les sols, sur la flore et puis sur la faune, qui est l'impact que j'ai principalement étudié. Donc pour l'impact sur la faune, on parle notamment de dérangement, qui est défini comme un événement généré par l'activité humaine qui provoque une réaction de défense ou de fuite d'un animal et qui induit des risques de mortalité pour les individus de la population ou une diminution du succès reproducteur. Il y a de nombreuses études empiriques qui attestent de ces impacts,
Et on constate par exemple qu'ils varient en fonction des sites de pratique, des activités ou des espèces. Et là, sur les quelques extraits que vous voyez sur l'écran, ce sont uniquement des revues de littérature, donc qui prennent en compte de nombreuses enquêtes. Et la revue qui a été publiée en 2016 par Courtney Larson, elle étudie 274 études, 274 publications, qui montrent des effets majoritairement négatifs. Donc 59% des publications qu'elle a étudiées donnent des effets négatifs, et notamment en hiver. Et donc la réalité écologique du dérangement est bien renseignée scientifiquement, et pourtant il y a très peu d'études qui ont été menées sur l'aspect humain. Et moi, la revue de littérature que j'ai réalisée avec mes directrices de thèse, elle ne porte que sur 47 études. Donc comparé aux 274 de Larson, c'est vraiment très très peu. Donc il y a pour l'instant, parce que je pense que ça va arriver, un intérêt scientifique pour le versant humain du dérangement qui est assez limité. Et en plus, quand on s'y intéresse, on se rend compte que la majorité des pratiquants n'ont pas conscience d'être une source de dérangement. Donc sur ces 47 articles, il y en avait 43 qui trouvaient une majorité de répondants n'ayant pas conscience de leur impact. Et donc, le but de mon travail de thèse, c'est d'explorer 3 aspects de la pratique sportive en montagne, donc en commençant par l'étude des styles de pratique, comment les sportifs et sportifs de montagne pratiquent leur sport, mais aussi leur rapport au milieu, à l'environnement et à l'écologie de manière générale dans la vie quotidienne, ainsi que leur perception de la faune et du dérangement. Et j'étudie l'interaction entre ces 3 aspects au regard des caractéristiques sociodémographiques. Donc ça fait vraiment beaucoup de variables à étudier de plus ou moins près. Et comme je ne peux pas tout vous présenter aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler principalement de ce rapport à l'environnement et au milieu montagnard et au milieu montagnard des aiguilles rouges et à la perception du dérangement. Donc pour étudier tout ça, j'ai déployé une enquête quantitative assez lourde puisque j'ai étudié donc, ces 4 sports dans 4 massifs avec 4 statuts de protection différents et 4 gestionnaires partenaires. Donc, il y a eu le Parc national de la Vanoise, les réserves nationales de chasse de Belzonne et des Bauges et le massif des Aiguilles Rouges, donc la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. À l'exception de quelques sites, l'enquête a été principalement menée hors des espaces aménagés. Et la passation de questionnaires s'est faite au départ d'itinéraires de différents niveaux et depuis lesquels il était possible de voir des animaux. Et la passation s'est faite en face à face. Donc vous pouvez voir sur la petite photo, c'est pris dans les Aiguilles Rouges. C'est un groupe de militaires, de chasseurs alpins qui remplissent le questionnaire après avoir réalisé un entraînement dans le massif de Belzonne. Donc, sur l'enquête par questionnaire, on a récolté près de 3000 formulaires et finalement, on n'en étudie que 2259 une fois qu'on a éliminé les questionnaires incomplets et incohérents, ce qui reste vraiment un nombre important. Et 713 de ces questionnaires portent sur le massif des Aiguilles Rouges et ils ont été principalement récoltés dans le secteur de Valorcine, donc vers le Buet et le col des Montées. J'ai également mené quelques entretiens semi-directifs et des entretiens de groupe. Donc, on va passer maintenant aux résultats et essayer de comprendre comment les pratiquants des Aiguilles Rouges perçoivent leur massif de pratique. Donc là, vous avez deux nuages de mots. En bas, là, c'est celui des Aiguilles Rouges et ce sont les réponses à la question « Si vous deviez décrire le massif à un ami, que diriez-vous » Et sur les Aiguilles Rouges, on voit qu'il y a beaucoup d'adjectifs très forts qui ressortent, donc magnifique, splendide, superbe, exceptionnel. Mais en fait, quand on étudie ça de plus près, on se rend compte que ces adjectifs, ils décrivent pas le massif des Aiguilles Rouges, mais le plus souvent, ils décrivent la vue que l'on a depuis les Aiguilles Rouges sur le Mont Blanc et le massif du Mont Blanc. Donc en fait, cette vue exceptionnelle, elle vole un petit peu la vedette à l'espace naturel protégé que sont les Aiguilles Rouges. C'est aussi, si on compare avec les autres, on voit que dans les Bauges, c'est vraiment préservé, sauvage qui ressort, ce qui est vraiment pas le cas dans les Aiguilles Rouges. Préservé est ici un tout petit. En Belzonne, on a aussi le côté beau, sauvage.
Et puis en vanoise, voilà, préservé, mais tous ces adjectifs, magnifique, splendide, etc., ils s'appliquent directement au massif et non à la vue que l'on a sur un lac massif. C'est aussi le seul endroit, les Aiguilles Rouges, dans lequel les gens parlent de la fréquentation. Donc c'est considéré comme très fréquenté, trop fréquenté. Et il y a même quelques citations dans lesquelles les gens parlent de tourisme de masse. Et donc tout ça, c'est, je pense, directement lié à l'attachement que les gens ont au massif, puisque en fait, comparé aux trois autres, l'attachement qui est généré, et le massif génère un attachement qui est bien moins fort. C'est aussi, ce n'est pas le massif de prédilection de 81% des répondants, alors que dans les autres massifs, on est plutôt autour de 64%. C'est-à-dire qu'à choisir, ce n'est pas leur premier choix pour pratiquer leur sport. Et enfin, on constate qu'il y a une moins bonne connaissance du massif, donc que ce soit sur les statuts de protection ou sur la faune qu'on peut y rencontrer. Alors ça s'explique, je pense, notamment par le fait qu'il y a beaucoup plus de vacanciers et de vacancières dans les Aiguilles Rouges qu'en Belledonne ou dans les Bauges. Donc on est à 44% dans les Aiguilles Rouges, 13% en Belledonne et 17% dans les Bauges. Mais ça ne peut pas être la seule explication, puisqu'en vanoise, qui est au contraire un massif auquel les pratiquants sont très attachés, on a 58% de vacanciers et de vacancières. Donc je pense que c'est plutôt le statut du lieu et qui joue sur cet attachement, sur ce lien, puisque en fait, il semblerait que le massif des Aiguilles Rouges ne bénéficie pas forcément de cette image de protection forte qui est associée à la vanoise, mais qui est plutôt associée à l'imaginaire aventure de Chamonix et qui n'attirera donc pas forcément le même public de pratiquants. Ensuite, j'ai essayé de voir si les sportifs et les sportifs de montagne étaient des écolos comme les autres. Et puisqu'on sait que le contact avec la nature est l'un des principaux motifs de pratique, et qu'en plus, le contact avec l'environnement naturel participe à l'adoption d'éco-attitudes et comportements. Donc, je me suis penchée sur leurs attitudes par rapport à l'écologie et l'environnement au sens large du terme dans la vie de tous les jours. Donc, sur ces deux indicateurs, donc attitude et comportement, j'ai utilisé des échelles qui sont utilisées de manière nationale et même internationale pour pouvoir les comparer à la population française. Et il apparaît qu'effectivement, les pratiquantes de sport de montagne que j'ai étudiées ont une vision bien plus écocentrée du monde que leurs concitoyens et concitoyennes, et idem pour leur comportement. Ils ont une consommation notamment alimentaire qui est plus responsable que la moyenne. Malgré tout, il y a des différences qui perdurent au sein de l'échantillon, et on peut classer les pratiquants en 4 catégories. Donc les écolos, enfin ceux que j'ai moi nommés les écolos, donc qui adhèrent fortement à cette vision écocentrée du monde et qui réalisent souvent des comportements pro-environnement, et qui s'opposent donc aux sceptiques qui au contraire adhèrent faiblement et réalisent peu de comportements. Et entre les deux, on a les profils plutôt économes et convaincus. Il y a vraiment des déterminants sociaux à l'adoption de ces profils d'éco-attitudes et comportements que je vais vous présenter juste après. Donc, ça varie notamment en fonction de l'âge, puisqu'on a pas forcément beaucoup plus, mais les femmes sont surreprésentées dans les profils écolos et économes par rapport aux profils convaincus et sceptiques. Ce qui est en totale cohérence avec la littérature, puisqu'on sait que les femmes ont plus tendance à adopter des attitudes pro-environnement. Mais dans ce cas, je pense que c'est aussi lié à l'aspect comportement. Dans cette échelle, il y avait beaucoup de questions sur les achats et la consommation. Et comme malheureusement, c'est encore un rôle au sein des ménages qui est attribué aux femmes, eh bien, je pense que c'est aussi ça qui a influencé le fait qu'elles appartiennent davantage au profil qui réalise ces éco-gestes dans la vie quotidienne. Il y a aussi un lien avec le niveau de diplôme, puisqu'on voit que 74% des écolos ont un diplôme universitaire, donc que ce soit Bac plus 3, 5 ou 8, alors que chez les sceptiques, on tombe à 58%.
Voilà, l'âge joue également, 41 ans contre 46 ans. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais on peut s'arrêter un instant sur le massif et on voit que en vanoise, les écolos sont surreprésentés. Donc, 33% des pratiquants de vanoise sont des écolos, alors qu'ils sont sous-représentés dans les aiguilles rouges, puisque ça tombe à 25%. Donc, ça rejoint le constat fait précédemment que les massifs n'attirent pas les mêmes publics. Et si on passe directement au dérangement, eh ben, on constate que c'est quelque chose qui peut être pour les pratiquants un peu difficile à cerner, puisque bon, la majorité d'entre eux admettent que leur sport peut être une source de dérangement pour la faune. Donc, la grande majorité, 82%, comme Eric, qui en entretien me dit que voilà, on a beau aimer la nature, en tant que skieur, on fait certainement de gros dégâts. Je sais qu'on dérange les animaux des fois. Donc là, sur le fait d'admettre ou non que l'on peut être une source de dérangement, eh ben, il y a quand même un lien avec ces profils d'éco-attitude, puisque les écolos vont sont surreprésentés dans les personnes qui admettent pouvoir déranger. Également les diplômés, bac plus 5 ou plus 8, et diplômés en sciences de l'environnement. Alors qu'à l'inverse, dans ceux qui ne pensent pas que leur activité peut déranger, on a plutôt des sceptiques ou les personnes sans diplôme. Donc ça souligne l'importance de l'éducation dans la construction des attitudes environnementales. Et par contre, il n'y a vraiment pas de différence entre le sport pratiqué, le mode d'engagement dans ce sport ou entre les massifs de pratique. Mais par contre, si la conscience du dérangement possible est grande, ce n'est pas du tout le cas pour le dérangement provoqué par soi-même. Donc, quand je demande aux gens, est-ce que vous avez dérangé un animal? Et ben là, il y a seulement 24% des gens qui disent oui, c'est possible que j'ai dérangé. Et donc, toujours Eric, qui a conscience que son activité peut déranger, quand on parle de son cas, eh ben, il nous relate une expérience. Donc, voilà, il suivait des chamois. J'étais en chose derrière, j'étais à 20 mètres, et puis parfois je les rattrapais quand c'était plat, et quand c'était plat, elles reprenaient de la distance. Je les ai gardées 1 kilomètre devant, et au moment où elles étaient essoufflées, elles sont parties sur le côté. Donc, bon, il ne nous dit pas qu'il ne les a pas dérangées, mais il n'a pas adopté son comportement, et puis même dans la suite de l'entretien, on se rend compte qu'il a plutôt l'impression de s'être amusé avec elles, et voilà, c'est seulement quand elles étaient essoufflées qu'elles sont parties. Donc, qu'est-ce qui va faire que les pratiquants vont avoir conscience de déranger personnellement l'animal? Ben, encore une fois, c'est pas le sport qu'ils pratiquent, c'est pas en lien avec les caractéristiques socio-démographiques, c'est en fait la réaction de l'animal qu'ils vont peut-être déranger. Donc là, j'ai classé les types de réactions que pouvaient avoir les animaux selon quatre types. Donc, s'il était trop loin, on ne peut pas savoir s'il a été dérangé ou non. Il a eu un comportement statique, donc soit il a vraiment eu aucune réaction, ou il a regardé ou fait un bruit. Un comportement mobile, il s'est peut-être déplacé un peu, ou alors il a changé de comportement, mais il n'a pas vraiment semblé prêter attention. Ou alors, comportement très farouche, il est parti, quoi. Il est parti en courant. Et donc, on voit très bien que plus le comportement est violent, ou en tout cas remarquable, et plus on va penser qu'on peut déranger. C'est vraiment très, très fortement corrélé. Et encore une fois, il n'y a aucun lien avec le sport pratiqué. Et en entretien, notamment, j'ai pu essayer de creuser un peu pour voir qu'est-ce qui se passe quand on dérange ou qu'on pense déranger ou quand on rencontre des animaux. Et en fait, il semblerait que les pratiquants adoptent des stratégies de dédouanement. Et donc, le but est de préserver son estime de soi. Donc là, on voit que quand il y a une situation dans une coexistence normale, pratique sportive et faune sauvage, on voit que lorsqu'il y a une situation de dérangement qui est incontestable, l'animal part en courant, et la reconnaissance du dérangement, elle est quasi inévitable. Alors que quand c'est plus discret, je dirais, on suit un processus qui permet de conserver son estime de soi et qui passe par 3 types de biais cognitifs. Donc, on a différents arguments. La déresponsabilisation, ce dont je viens de parler, donc mon sport dérange, mais pas moi.
et qu'on observe dans les questionnaires. Il y a une attitude un peu protectionniste par rapport à son activité, et ça, je l'ai notamment rencontré chez un guide qui me disait que parler du dérangement aux clients ou aux clientes, c'était se tirer une balle dans le pied. Il m'a même dit, c'est comme si je leur disais, ah bah comme ça, vous êtes venus en avion, vous avez du polluer. Donc voilà. Et donc là, pour moi, ça appartient plutôt au biais cognitif, à la dissonance cognitive, qui est ce qu'une personne ressent lorsque son comportement entre en contradiction avec ses idées ou croyances. Donc on sait que l'activité dérange, mais on ne peut pas accepter de déranger soi-même, donc on change son discours. Le report de la responsabilité, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent, autant dans les questionnaires que dans les entretiens. Ça s'apparente à du scapegoating, donc c'est-à-dire le fait de désigner un bouc émissaire afin de minimiser le sentiment de culpabilité. Donc attribuer une responsabilité excessive à un groupe afin de minimiser sa propre responsabilité. Et ça revient vraiment donc, sur les autres pratiquants ou alors même très souvent sur les chasseurs. Les chasseurs tuent les animaux, donc qu'est-ce qu'il y a de plus dérangeant que ça? Ensuite, on arrive à une série de 4 stratégies, enfin 4 types d'arguments qui s'apparentent au biais d'autocomplaisance. Donc, c'est-à-dire, afin de préserver son estime de soi, on va rechercher la reconnaissance pour une activité louable, mais nier sa responsabilité pour une activité condamnable. Donc, on rencontre souvent une hiérarchisation, des gens qui vont dire oui, bon, les bouquetins ou les mouflons, c'est moins grave si on les dérange, ils sont moins sensibles. Il y a aussi une part d'anthropomorphisme, donc à prêter à un animal une réaction qu'on pourrait observer chez un humain. Ben, si on les dérangeait, ils partiraient, alors qu'en fait, on n'en sait rien. L'habituation, je pense qu'ils finissent par s'y habituer, et ce qui s'apparente aussi à une forme de minimisation. C'est pas parce qu'on les dérange que vraiment on va mettre l'espèce en péril. Et donc, pour conclure, il n'y a pas vraiment d'effet massif espace protégé sur la perception du dérangement. C'est vraiment lié à la réaction de l'animal, et puis il y a une négociation interne qu'on peut avoir avec soi-même pour justifier de ces comportements. Mais le dérangement de la faune, c'est aussi une thématique récente. Les campagnes de sensibilisation en France, elles existent depuis peut-être 5-6 ans. Donc, c'est probablement que les gens n'ont pas encore pleinement pris conscience du problème. Et j'espère que grâce à cette enquête, qui est vraiment complexe, et puisque là, je vous ai montré seulement deux aspects, eh bien, je pense que ça devrait pouvoir aider les gestionnaires à mettre en place des messages de sensibilisation vraiment ciblés pour les publics. Et je pense qu'à l'avenir, il faudrait vraiment généraliser la réalisation d'études sur la perception du dérangement et les mettre en lien avec l'étude des impacts afin de pouvoir vraiment confronter le dérangement perçu par les pratiquants et les pratiquantes et le dérangement réel qu'on peut constater chez les animaux. Et à mon avis, c'est vraiment des leviers qui va permettre aux pratiquants de se rendre compte finalement, puisqu'on a vu que c'était ça qui faisait prendre conscience, si on leur permet de l'observer directement avec des chiffres, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient dans les entretiens et les rencontres. Si on avait des chiffres, ça nous aiderait à faire plus attention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna. C'est très intéressant. Ouais, ça ouvre plein de pistes et de réflexion sur comment mieux sensibiliser les pratiquants, en tout cas. Alors, il nous reste 5 minutes s'il y a quelques questions. Donc, soit vous levez la main, soit vous mettez dans le chat. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Thierry, je veux bien. Ouais. Moi, je trouve que tout ça est excessivement intéressant, puis effectivement, ça soulève un tas de questions. Moi, je voudrais suggérer qu'au cours de notre assemblée générale, j'arrive, qui est prévue le 7 juillet, l'ENA peut-être puisse intervenir. On cherche des thèmes au-delà de tout ce qui est statutaire et qui n'est pas toujours drôle dans une assemblée. On cherche des thèmes qui soient intéressants. L'assemblée générale se passe à Passy, et qui plus est dans un endroit de réserve autour
des 5 autres réserves de montagne. Et je trouve que c'est un sujet qui pourrait être excessivement intéressant, d'autant plus que l'Assemblée générale se situe dans les salles de Quechua. Donc, je veux dire que ce sont des gens qui reçoivent des pratiquants, qui développent par leur activité la fréquentation de la montagne à différents titres. Et voilà, je suggère, je ne sais pas si Léna est libre le 7, je ne sais pas si elle est d'accord, je ne sais pas si Christian n'a pas prévu autre chose. Je viens lui faire un mot, très clairement, mais je trouve que c'est un sujet qui est vraiment excellent à différents titres et finalement qui concerne tout le monde et en tout cas beaucoup de gens à Aster et chez nos partenaires. Voilà ce que je voudrais dire. C'est une invitation, Léna. C'est une invitation. Oui, merci beaucoup. Je ferai de mon mieux pour pouvoir participer. Et puis j'ai une deuxième chose, et puis je me tais. Est-ce que tu as évoqué la question du dérangement? Parce que pour moi, dérangement, c'est procurer du désordre. Alors, c'est peut-être différent de dire, je ne sais pas, moi je me balade, je croise des gens qui parlent un peu fort, ça me dérange. Bon, ça ne dure pas très longtemps et pour autant, je ne vais pas me précipiter dans le vide et je ne vais pas faire la tête pendant 3 ou 4 jours et je ne vais pas faire un ulcère à l'estomac ou je ne sais pas où, parce que ces gens-là m'ont dérangé. Mais est-ce que dans ton travail, tu vas définir à un moment donné ce qu'est le dérangement alors, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas interroger les animaux pour leur dire est-ce que là, tu es dérangé ou pas. Mais je veux dire, est-ce que c'est une définition que tu vas développer pour qu'on comprenne mieux le sujet et pour qu'on puisse savoir de quoi on parle? Oui, alors je vais le développer un petit peu, effectivement, mais ça, c'est plutôt un travail qui est fait en écologie et c'est pas du tout ma spécialité. Mais oui, c'est quelque chose, il faut bien partir de là pour montrer l'utilité de l'étude, mais il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été menées sur le dérangement et sur ses impacts sur la faune. C'est vrai que c'est quelque chose dont on peut vraiment se rendre compte à assez long terme. Donc, c'est assez difficile à mesurer à long terme, puisqu'il faudrait, pour avoir connaissance des impacts sur la reproduction et sur les dynamiques de population, il faut mener des études très longues. Et je pense que c'est pour ça que en France, on n'a pas encore énormément de recul là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas faire moi-même du suivi des animaux, mais je vais parler de ce qui a été fait. Oui. Donc, il y a la Salange qui lève la main. Je ne sais pas qui a Salange, mais alors, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat sur les résultats qui distinguent les perceptions selon les espèces. Et oui, effectivement, il y a un petit lien avec l'espèce. Les gens pensent avoir plus dérangé les chamois que les bouquetins. Et tout simplement parce que les chamois, ils ont souvent une réaction qu'on peut plus facilement remarquer que celle des bouquetins. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été nécessairement plus dérangés, puisqu'il y a plein de réactions qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. L'augmentation du rythme cardiaque ou l'effet sur la reproduction, c'est pas parce qu'il ne s'enfuit pas qu'il n'est pas dérangé. Salange, vous je voulais juste faire une remarque, c'est Christelle. Donc, en fait, Léna, elle nous a présenté une partie de son travail, mais il est encore plus complet que ça. Et notamment, il y a une partie qui a été faite sur un peu l'analyse des moyens de communication qui existent déjà. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot, parce que je sais que c'est une question qui revient assez souvent dans l'équipe et qu'en plus, on est plutôt pas trop mauvais, donc c'est chouette. Du coup, je me disais, ça pouvait valoir le coup que tu fasses une petite remarque là-dessus, un petit complément et qui pensait à aller chercher l'information à ce moment-là. Oui, alors c'est vrai que j'ai fait des entretiens de groupe et Christelle a participé, d'ailleurs, elle m'a donné un petit coup de main. Et c'était très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ces entretiens, puisqu'en fait, on a montré des moyens de communication et de sensibilisation à des groupes de randonneurs à ski pour avoir leur retour en direct sur qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça marche pour eux, s'ils croisent ce panneau, qu'est-ce qu'ils font, comment ils préparent leur sortie. Et je pense qu'il y a des résultats très intéressants là-dessus, mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser de plus près.
Donc, ce sera pour une autre fois. Pour la rentrée, après ta soutenance. Oui. Il y a une question à la Drance aussi. Pareil, je vois qu'il y a Rémi, je ne vois pas trop tout le monde. Ouais, alors, il y a deux trucs qui m'interrogent. C'est déjà la qualification, enfin, qui nous interroge, la qualification d'écolo de l'enquête. Est-ce que ça introduit pas un biais, je ne sais pas comment a été posée la question, hein, mais tu me diras, est-ce que ça introduit pas un biais dans la perception des gens de ce qu'est un écolo? Voilà. Et puis, moi, l'autre biais sur le dérangement qui m'interroge, notamment pour les gens qui, comme moi, ont plus de 20 ans, pendant très longtemps, il y avait des émissions à la télé, je pense à Ushuaïa Nature, hein, où Nicolas Hulot faisait de très belles images, où il était dans des engins aériens avec des hordes de gnous qui couraient devant de panique. Et je pense que c'était plus associé pour les gens à de la... Voilà, la nature sauvage, c'est ça. C'est des animaux qui courent, qui sont libres et qui courent et qui ne perçoivent pas du tout la notion de dérangement. Alors, est-ce que ces images-là, qui doivent être quand même un petit peu ancrées dans l'imaginaire collectif, est-ce que ça n'a pas un biais sur la perception du dérangement par le public? Voilà. Vous avez 2 heures. Alors, c'est vrai que le terme d'écolo est tout à fait caricatural. J'en ai conscience et j'assume complètement. Mais évidemment, il n'était pas introduit comme tel dans le questionnaire. Je n'ai pas demandé aux gens « êtes-vous écolo ?» C'est vraiment basé sur 2 échelles qui comportent une dizaine de questions chacune. Donc sur les attitudes, c'était des affirmations du style je pense que les plantes et les animaux ont autant le droit de vivre que les humains. Et puis là, les gens devaient se positionner tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Et à partir d'une dizaine de ces items, j'ai calculé la moyenne. Et s'ils sont au-dessus de la moyenne du groupe, ils sont considérés comme écolos. Et en dessous, non. Et après, il y a une dizaine aussi de questions sur les comportements éco-responsables dans la vie quotidienne. Donc, est-ce que vous triez vos déchets? Est-ce que vous achetez des produits locaux, des produits issus de l'agriculture biologique? Et là, pareil, c'est à partir de ça donc c'est à partir du mélange des 2 échelles que je les qualifie d'écolos convaincus, sceptiques ou économes. Donc, eux, ils n'ont jamais vu ces mots dans le questionnaire. Donc, évidemment, il y a toujours des biais dans un questionnaire et notamment le biais d'acquiescement qui va faire que si on a commencé à répondre oui, eh ben on a envie d'être perçu comme un écolo, donc on va peut-être continuer à répondre oui sur les autres questions, mais ça c'est inévitable dans le questionnaire. Mais je pense pas que le terme puisse induire vraiment un biais. Et après sur les images de GNU, c'est une bonne question, mais là, les résultats montrent que justement, quand les animaux s'enfuient, c'est là que les gens vont considérer qu'ils les ont dérangés. Donc voilà, à l'échelle de cette enquête, je ne suis pas sûre que ça ait pu induire tant que ça un biais. Ok. Merci Léna. Il y a une référence qui est donnée par Andrea aussi dans le chat. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu de ta présentation, puisque justement tu es en pleine phase d'analyse encore, de rédaction, etc. Et en tout cas, on veillera à faire une restitution complète justement de ton travail sur quand on aura réellement fini. Ouais. Merci beaucoup à tous. Bon appétit, bon après-midi à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.